On va aborder aujourd'hui la séance de TD de la série numéro 1 concernant les lois de Snell, Descartes, surface plane, miroir et d'autres plans. Nous avons déjà vu dans la capsule numéro 1, numéro 2, les lois de Snell, Descartes, la première loi et la deuxième loi, concernant la réflexion et la réfraction. Et puis, nous avons vu dans la deuxième capsule l'image formée par un miroir plan et un dioptre plan. Avant d'attaquer l'exercice numéro 1, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant les deux lois de Snell-Descartes. La première loi nous dit que si j'ai un rayon lumineux qui arrive sous un angle d'incidence, donc je mets en pointillé la normale, et si j'ai un miroir par exemple, donc je vais assurer, c'est pour indiquer qu'il s'agit d'un miroir, j'ai un angle d'incidence qui est égal à I1, fait entre la normale et le rayon incident, puisqu'il s'agit d'un miroir, une surface réfléchissante, le rayon lumineux ne va pas continuer son chemin, il va subir le phénomène de la réflexion. Et le rayon réfléchi que j'ai ici, je peux l'obtenir par symétrie du rayon incident, par rapport à la normale. Petite remarque, jamais on ne trouve le rayon incident et le rayon réfléchi du même côté de la normale. Un d'un côté et l'autre de l'autre côté, ils sont symétriques. D'accord? Et la première loi de Snell-Descartes me dit que ce rayon réfléchi appartient au plan d'incidence formé par le rayon incident et par la normale. Deuxièmement, cet angle-là est bien égal à I1. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. C'est la première loi de Snell-Descartes. D'accord. Donc là, j'ai la réflexion. On va voir en ce qui concerne la réfraction, deuxième loi de Snell-Descartes, je suppose que j'ai deux milieux homogènes. Le premier, c'est 1, N1, N2. Je rappelle que lors de la capsule du cours, j'ai bien précisé que le chiffre 1 signifie là où ça se trouve la source, d'où vient le rayon lumineux. 2, c'est la destination, où est-ce qu'elle va ce rayon lumineux, d'accord? Donc j'ai N1, N2, cela suppose que j'ai ici une source de lumière qui va me générer, ou un objet qui va me générer un rayon lumineux. Ce rayon lumineux arrive sur la surface de séparation, le dioptre, ici, je mets sigma, sous un angle d'incidence I1. Ce rayon au point I, celui-là, il va subir le phénomène de la réfraction. C'est-à-dire, au lieu que la lumière continue son chemin tout droit, elle va subir une réfraction et le rayon réfracté fait un angle I2 avec la normale. Pour obtenir le rayon réfracté, j'utilise la deuxième loi de Snell-Descartes qui régit le phénomène de la réfraction. À savoir que le rayon réfracté se trouve dans le plan normal, formé par la normale et par le rayon incident, et cet angle I2 est lié à l'angle I1 par la relation N1 sinus de I1 égale à N2 fois sinus de I2. Vous voyez, lors du phénomène de la réfraction, je peux dire que j'ai la quantité l'indice de réfraction multiplié par sinus de l'angle, elle est constante. Quand je passe d'un milieu vers un autre, cette quantité, elle est réservée. Elle est fixée, elle ne change pas. D'accord? Donc, j'ai la deuxième loi qui me permet de déterminer l'angle I2. Voilà les deux lois de Snell-Descartes qu'il faut connaître avant d'attaquer n'importe quel exercice d'optique géométrique. Maintenant, on va attaquer cet exercice. L'exercice numéro 1 nous dit la chose suivante.
j'ai un ensemble de rayons donné par hypothèse, d'accord, voir la figure présentée dans le texte. On me dit, voilà, nous avons une surface plane. Nous avons une surface plane, d'accord, j'ai la zone A ici, j'ai la zone B ici, et on me donne la normale comme ça, j'ai un... Pardon. On n'est pas censé... J'ai un rayon de ce côté, au lieu d'aller tout droit, elle va faire ça et ça. Et on me donne des numéros. Voilà 1, voilà 2, voilà 3. Les 3 rayons donnés dans l'hypothèse. Donc la question, c'est d'identifier les 3 rayons, d'identifier la zone A, d'identifier la zone B. Très bien. Donc je suppose que le 3 est le rayon incident. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le rayon 3 peut jouer le rôle de rayon incident? Eh bien, la réponse non. Pourquoi? Je m'appuie sur la première loi de Snell-Descartes. Si 3 est un rayon incident, alors il va avoir un rayon réfléchi de ce côté-là. Il n'y est pas. Et en plus, le rayon 2 ne peut pas être le rayon réfracté, parce qu'il se trouve du même côté que le rayon 3 par rapport à la normale. Par conséquent, mon hypothèse, à savoir le rayon 3 et rayon incident, elle est fausse. Je l'abandonne. Je prends le rayon numéro 2. Le rayon numéro 2, vous avez le corrigé. Donc, si vous suivez ce que le corrigé tel quel, je suis en train d'interpréter ce que j'ai mis dans la correction. Le rayon 2 ne peut pas être non plus un rayon incident. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la deuxième loi de Snell-Descartes n'est pas respectée. Supposons, ça c'est le rayon incident, celui-là ne peut pas être rayon réfracté, car il se trouve du même côté que le rayon 2 par rapport à la normale. C'est vrai que le 1 pourrait jouer le rôle de rayon réfléchi, mais le 3 ne peut pas, dans cette configuration, jouer le rôle de rayon réfracté. Par conséquent, le rayon numéro 2 ne peut pas être rayon incident. Donc, il nous reste un seul cas, c'est le rayon 1. Le rayon 1, effectivement, pourrait être le rayon incident. Donc, 1 rayon incident, 2 pourrait être réfléchi, puisque c'est les mêmes angles-là, la première loi de Snell-Descartes est vérifiée, et le 3 pourrait être rayon réfracté, car il se trouve de l'autre côté par rapport au rayon incident de la normale, ainsi que le rayon réfléchi. Et la loi de Snell-Descartes, N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2, est bien vérifiée. Par conséquent, je peux dire, voilà le rayon 1, c'est le rayon incident, le rayon 2, c'est le rayon réfléchi, le rayon 3, c'est le rayon réfracté. Ici, je peux noter l'angle I1, là, j'ai l'angle I2, et là, j'ai l'angle R. Mais d'après la loi de Snell-Descartes, ce rayon, ce n'est rien d'autre que I1. Donc, j'ai énoncé la première loi de Snell-Descartes, la deuxième, qui sont bien vérifiées dans ce schéma-là. Par conséquent, la configuration qui est valable de ce dessin-là, c'est le rayon 1, le rayon incident, le 2, le rayon réfléchi, le 3, c'est le rayon réfracté. Maintenant, il faut déterminer A et B. Dans l'énoncé, ils nous disent qu'il y a de l'eau et l'air. Ils nous donnent NO, 1,33 et l'air est égal à 1. Comment je vais faire pour savoir déterminer A et B? Eh bien, je vais faire le raisonnement suivant. Le rayon incident tombe sous un angle I1 au point I. Donc là, j'ai la zone 1, j'ai N1 ici, là j'ai N2. Ce rayon incident, au lieu d'aller tout droit, il va subir au point I un phénomène de réfraction.
Ce phénomène de réfraction, elle est traduite par la relation de Snell-Descartes, à savoir N1 fois sinus de I1 égale N2 multiplié par sinus de I2. Très bien. Regardez, comparez l'angle I1 et l'angle I2. I1 sur le graphe, elle est plus grand que le rayon I2. Par conséquent, lors de la réfraction, le rayon lumineux, le troisième, elle a subi la réfraction en se rapprochant de la normale. Donc l'angle I2 est faible, plus petit que I1. Par conséquent, le deuxième milieu, la zone B, elle est plus réfringente. La célérité de la lumière dans ce milieu a baissé. Par conséquent, je compare les deux indices, l'eau et l'air, je peux dire que la zone B, c'est bien l'eau. Et A, c'est bien l'air. Par conséquent, N1 vaut 1 et N2 vaut 1,33, c'est-à-dire 4 tiers. Bien sûr, si on me donne I1, je peux déterminer l'angle I2. Voilà comment je procède, je raisonne pour répondre. Donc, énoncer les deux lois de Snell-Descartes, c'est ce que j'ai fait au début, j'ai rappelé le cours. B, identifier les rayons, c'est la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. C, indiquer le sens de propagation que j'ai mis ici. La déviation, qu'est-ce que c'est que la déviation? Al-inhiraf. Lors de la capsule du cours, je vous ai montré que le rayon incident à cette direction-là, après avoir subi une réfraction, elle va être réfractée en se rapprochant de la normale. Et cet angle-là, que je note D, c'est la déviation, est égal à I1 moins I2. I1 moins I2. Voilà. Très bien. C'est ça la déviation. C'est de combien le rayon incident est-il tourné pour atteindre la zone, le rayon 3, le rayon réfracté. Voilà, donc j'ai répondu à ça. Dans quelle zone l'eau se trouve? Donc j'ai raisonné, calculer l'angle de réfraction. On a vu en cours que quand j'ai deux milieux N1 et N2, n'importe quel deux milieux homogènes, je peux calculer l'angle de réfraction limite, que je note lambda. Lambda, par exemple, là j'ai deux milieux, donc c'est de l'eau par rapport à l'air. Sinus de cet angle-là, par définition, c'est égal l'indice le plus faible sur l'indice le plus grand des deux. Dans ce cas-là, le plus faible, c'est bien N0, c'est l'indice de l'air. L'indice de l'air sur l'indice de l'eau égale 1 sur 1,33. Ça va me donner à peu près à 0,75. Je fais sinus inverse de ce côté-là, sinus inverse de 0,75, ça va me donner lambda O par rapport à l'air égale à peu près à 49 degrés. Sur le corrigé, j'ai mis 48,80, donc c'est à peu près 49 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cet angle-là de réfraction limite, je vais le placer dans le milieu le plus réfringent, c'est-à-dire je vais le placer là, lambda, ou par rapport à l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que n'importe quel rayon lumineux qui vient de ce côté-là, de l'air vers l'eau, il va rentrer, il y a réfraction. À coup sûr, la lumière passe du milieu moins réfringent vers le milieu le plus réfringent sans aucune difficulté. Je n'ai aucune condition là. Par contre, si je prends un rayon lumineux qui part de l'eau et qui va sortir dans l'air, eh bien là, j'ai la condition sur lambda. Il faut que
l'angle d'incidence soit inférieur à lambda, afin que ce rayon subisse une réfraction. Sinon, si I supérieur, l'angle d'incidence supérieur à lambda, alors le rayon lumineux qui arrive comme ça va subir une réflexion totale. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de réfraction. Donc vous voyez, je récapitule, quand j'ai deux milieux homogènes N1, N2, forcément un plus grand que l'autre, un milieu plus réfringent que l'autre, toute lumière qui vient du milieu moins réfringent, l'indice faible, vers le plus réfringent, l'indice le plus grand, la lumière va rentrer sans aucune condition. En revanche, si la lumière passe du milieu le plus réfringent, l'indice plus grand, vers le milieu moins réfringent, l'indice faible, alors là, il n'y a pas lieu, le phénomène de réfraction ne peut pas avoir lieu à coup sûr. Il y a une condition. Il faut que la lumière qui veut sortir du milieu plus réfringent vers le moins réfringent arrive sous un angle d'incidence I inférieur à lambda. Dans ce cas-là, je peux obtenir une réfraction. Si l'angle I est supérieur à lambda, alors là, il n'y a pas de réfraction, toute la lumière sera réfléchie. Et je vous ai donné, corrigé, même au cours, un petit exemple avec un verre rempli d'eau et une lumière laser qui n'arrive pas à sortir de l'eau vers l'air. Il y a réflexion totale tout simplement parce que la lumière subit une réflexion totale. Et cette technique, on l'utilise pour pas mal de choses, pour la télécommunication, en téléphonie, au lieu d'utiliser des satellites pour GSM, vous avez entre vos mains, mais ça coûte cher la communication. C'est sûr, c'est facile, mais ça coûte cher. Par contre, je peux utiliser pour la même communication une fibre optique, ça va me revenir beaucoup moins cher. Et cette technique de l'angle de réfraction limite est utilisée dans la fibre optique pour faire véhiculer l'information, votre voix, votre image, d'un point A vers un point B, d'un continent à un autre. C'est utilisé aussi pour la fibroscopie en médecine, pour faire la radio de l'estomac. Au lieu de disséquer et ouvrir l'estomac pour voir quel est son état, on met une fibroscopie, une fibre par la bouche qui descend jusqu'à l'estomac, et ça nous permet de voir l'état de l'estomac. Il y a beaucoup de techniques basées sur cet angle de réfraction limite Voilà, donc ça c'est l'exercice numéro 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser lors de la séance de TD à votre enseignant de TD. Sinon, je peux recevoir des emails et vous répondre dans la mesure du possible. Parce que l'autre fois, j'ai reçu plus de 500 emails. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde individuellement. J'ai fait une réponse globale à tout le monde.